tous. Donc, j'ai le plaisir d'ouvrir cette deuxième conférence des filières. Alors, c'est avec grand plaisir qu'on accueille aujourd'hui l'EURIA. Et ces conférences ont pour objet de renforcer le lien des membres de l'Institut avec la recherche. Et j'espère qu'à l'issue de ces travaux, vous serez convaincus de ce qui est mon credo. Et ces présentations sont particulièrement clés parce qu'elles contribuent à intégrer des compétences nouvelles dans les travaux de nos opérationnels. Donc, je suis très heureux que Franck, Marine et Dominique aient accepté de se livrer à cet exercice. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne conférence. Franck, Dominique, vous voulez, je vous passe la parole. Et puis, grand merci à tous. Et puis, bonne audition pour tout le monde et que nous continuons tous à apprendre. Merci beaucoup. Merci Philippe. Ouais, merci Philippe. Donc, peut-être avant que Dominique fasse son exposé, peut-être je vais faire une petite introduction peut-être sur comment se déroule la recherche à l'EURIA. En fait, l'EURIA, l'Institut d'actuariat de Brest, est adossé au laboratoire de mathématiques de Bretagne Atlantique, qui est le laboratoire de mathématiques de l'Université de Brest et de l'Université de Vannes. Et ce laboratoire est une unité mixte de recherche du CNRS. Donc le labo de maths, c'est environ 60 membres permanents qui regroupent l'essentiel des mathématiciens de l'Ouest Bretagne. Donc parmi ces enseignants-chercheurs, on en a 13 qui interviennent très régulièrement à l'EURIA. Donc ce sont des membres des deux équipes. Il y a deux équipes plus particulièrement, disons, qui sont liées à l'actuariat. Donc c'est les équipes de système dynamique, probabilité et statistique, et l'équipe d'analyse de phénomènes stochastiques et applications. Et donc, ces enseignants-chercheurs interviennent à la fois pour les enseignements, pour l'encadrement des masters, des bureaux d'études, et récemment aussi pour l'encadrement de la thèse de doctorat de Dominique Amiral, qui va nous présenter ses travaux ce soir. Donc ça c'est le côté universitaire, et côté actuaire, on a la chance en fait d'avoir 4 actuaires également qui sont Marina Barthes, Fabrice Hamon, Anthony Nailou et Dominique, qui ont une activité principale en entreprise, mais qui occupent aussi un poste partiel à l'EURIA, et donc qui sont aussi impliqués dans les projets de recherche de l'EURIA. Donc nous, à l'EURIA, en fait, souvent, la recherche, ça part souvent des bureaux d'études et de Master 1 et des mémoires de Master 2. Donc, c'est souvent, en fait, au travers de ces travaux que la recherche, disons, démarre. Souvent, on a pas mal de projets de recherche qui sont en lien direct avec les entreprises et l'Institut des actuaires au travers des bureaux d'études, qui sont des projets qui sont donnés par les entreprises aux étudiants durant toute l'année de Master 1, et ensuite aussi sur les sujets de mémoire de M2. Juste pour donner un exemple, on a vu notamment récemment le thème de l'interprétabilité des modèles complexes, par exemple avec le mémoire de Dimitri Delcaillot chez Milliman, que j'avais co-encadré avec le côté EURIA, et je participe également d'ailleurs au groupe de travail sur la transparence des algorithmes. Un autre exemple, c'est l'implication régulière de l'EURIA sur les projets du groupe de travail de microassurance, donc l'Institut des actuaires. Donc là également par l'intermédiaire des bureaux d'études, avec Dominique, qui est souvent fait un intermédiaire, à la fois côté EURIA et côté Institut des actuaires. Et donc là, régulièrement aussi, on a vu des étudiants qui ont présenté leurs travaux lors de congrès, de conférences de l'Institut des actuaires. Et j'ajouterais enfin que nous sommes également en capacité d'encadrer des tests CIF. Donc là, il y a une thèse CIF d'ailleurs qui va démarrer donc là, cette année sur l'exploitation des données non structurées en assurance. Donc ça, c'est un partenariat entre l'EURIA et SCORE, en fait. Donc, une thèse co-encadrée, que je vais en co-encadrer avec Antoine Lee, chez SCORE. Donc voilà un peu une présentation rapide, disons, de la recherche à l'EURIA, qui, comme vous le voyez, est quand même essentiellement basée quand même qui démarre souvent avec les travaux des étudiants, que ce soit en Master 1 et Master 2, et en lien direct avec les entreprises. Voilà, je vous remercie. Donc, je vais passer la parole à Dominique. Voilà. Merci Franck. Alors, ce soir, on va
on va parler d'un sujet dont le titre est un peu long. En fait, c'est un petit bout une partie de la thèse que j'ai réalisée sous la direction de Catherine Reiner et Brice Franke, thèse qui est également co-encadrée par Marie Nabar. Cette thèse, je l'ai réalisée au sein donc, du laboratoire de mathématiques de Brest. Et donc voilà, que j'ai fait entre 2015 et 2021. Donc j'ai soutenu en juin récemment. Le sujet de ce soir porte sur le test de ratio de vraisemblance. Donc on va s'intéresser au cas d'une rupture dans un échantillon où les variables aléatoires suivent une loi de mélange paramétrique. Et en particulier, on va s'intéresser au cas où les paramètres d'une seule composante changent. Donc là, dans ce titre, il y a deux mots-clés. Hein. Le premier, c'est le mélange paramétrique. Et le deuxième, c'est détection de changement. Donc peut-être on va d'abord parler de détection de rupture. Et ensuite, on parlera de mélange paramétrique avant de regarder un petit peu ce que j'ai pu effectuer. Donc voilà. Ensuite, après cette introduction, on parlera des modèles et résultats et je vous présenterai des applications numériques avant de conclure. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On les regardera à la fin de l'exposé. Merci. Donc en introduction, on va parler de choses un peu plus concrètes après, mais on commence par quelque chose de précis. Donc si on regarde une suite de variables aléatoires indépendantes, x1, x2, etc., qui ont la même distribution paramétrique Pθ. Alors on va regarder de manière générale qu'il y a deux grands cas qui se distinguent. On peut regarder ces variables aléatoires soit en considérant, disons, un échantillon qui est fini, donc avec des variables aléatoires de x1 jusqu'à x grand N, et un deuxième framework qui serait, je ne sais pas pourquoi ça marche pas, voilà. Qui consisterait à regarder vraiment les variables aléatoires qui arrivent donc les unes après les autres. Et là, dans ces cas-là, on ne serait plus vraiment dans une logique d'un échantillon fermé, mais dans une approche plutôt séquentielle. Donc là, on distingue deux grandes familles d'échantillons. Donc, soit on est dans un problème qu'on appelle hors ligne, soit on est dans un problème qu'on appelle en ligne. Alors maintenant, dans cette suite de variables aléatoires indépendantes, il y a potentiellement un changement dans le paramètre de la distribution à une observation on va dire que c'est à l'observation nue. Et là, on a voilà, nos deux problèmes hors ligne et en ligne. On peut les écrire un petit peu comme ça. Donc ici maintenant, les variables aléatoires de x1 à x nu vont être iid de paramètre θ, et les variables aléatoires de x nu plus 1 à xn vont être iid de paramètre θ'. Et la même chose du côté en ligne. Alors pourquoi je fais cette distinction? C'est pour introduire la notion de rupture. Alors ici, dans un cas très très simple où il n'y aurait qu'une seule rupture, et dans un cas discret. Et puis ça me permet de vous parler un petit peu des problèmes qui sont traités autour de ces modèles. La première question qu'on pourrait se poser dans le cas hors ligne, mais aussi dans le cas en ligne, c'est quand est-ce que la rupture se produit. Okay, parce que quand on écrit le modèle comme ça, évidemment, en général, le temps de rupture, il n'est pas connu. Et la première question, c'est de se demander, est-ce qu'il y a une rupture? Ensuite, quand est-ce qu'elle se produit? Et puis, d'autres questions peuvent émerger, comme par exemple, est-ce que c'est intéressant d'estimer le paramètre θ'? Alors, est-ce que c'est facile d'estimer le paramètre θ'? Ce qui distingue bien le cas hors ligne et le cas en ligne, c'est que dans le cas hors ligne, en fait, les paramètres qui sont inconnus peuvent être le temps de rupture, mais aussi les paramètres de la distribution avant et après la rupture. Voilà. Après, il y a aussi des cas d'études où on s'intéresse à un cas non paramétrique, où là, on ne fait pas forcément d'hypothèse de paramètres. Voilà. Ce qui est un petit peu particulier dans la détection en ligne, c'est que, en fait, comme les observations, elles arrivent les unes après les autres, ce qui va nous intéresser, ça va être de détecter qu'il y a une rupture, disons, le plus rapidement possible. Voilà. Puisque, imaginez par exemple, on s'intéresse à
un serveur informatique qui reçoit un certain nombre de visites sur son serveur, eh bien, par exemple, un changement de comportement des visiteurs pourrait faire penser qu'un hack est en cours de réalisation. Et donc là, on s'intéresse à le détecter le plus rapidement possible. Voilà. Sachant qu'on peut être dans un cas où le nombre d'observations par seconde est très important et donc on ne peut pas, par exemple, recompiler des statistiques sur l'intégralité de l'échantillon à chaque fois qu'une nouvelle observation. Donc, voilà. Ça, c'est un peu les spécificités du cas en ligne. Alors, ça pose un petit peu le cadre de la détection de rupture dans un cadre assez simple. Ici, ce soir, on va s'intéresser surtout au cas hors ligne, dans un cas où il y a une seule rupture. Ça, c'était le premier mot-clé du sujet ce soir, c'est la détection de rupture. Maintenant, si on s'intéresse au deuxième mot-clé, qui est la notion de mélange paramétrique, en fait, qu'est-ce qu'on entend par mélange paramétrique? Pour ça, on peut aller regarder quelque chose de très concret, qui est ici la distribution empirique des montants Voilà, on regarde la distribution empirique des montants versés à la souscription par des assurés sur un contrat d'épargne. En échelle logarithmique, la distribution empirique de ce montant fait apparaître quelque chose qui ressemble plus ou moins à un mélange, hein, parce qu'ici, on pourrait penser peut-être qu'il y a un mélange gaussien, que cette distribution, que le montant versé à la souscription en échelle logarithmique peut se modéliser par un mélange gaussien. Et là, déjà, des problèmes très concrets émergent quand on se pose ce type de questions. Donc voilà, l'idée du mélange, c'est de se dire que il y a en fait plusieurs populations. On n'a pas une seule gaussienne, mais on en a plusieurs qui ont des moyennes et des variances différentes. Chacune peut avoir un poids différent. Et donc là, par exemple, on peut imaginer une grosse gaussienne en dessous, voilà, ici, et puis une deuxième à côté, assez proche. Et là, un des problèmes qui émerge, c'est par exemple ici, très clairement, donc, on voit qu'il y a eu un certain nombre d'assurés qui ont versé un montant précis. Voilà. Et donc là, en fait, on pointe déjà du doigt la complexité de réconcilier un modèle théorique avec des données réelles, puisque ici, dans les données réelles, on a des phénomènes de concentration. Donc on a plusieurs observations qui ont exactement la même valeur. Et donc ça nécessite, ça remet un petit peu en question l'usage de modèles où on utilise des variables aléatoires à support continu. Voilà, donc ça c'est pour pointer du doigt une des difficultés de traitement de la donnée. Voilà. Là, c'était un petit peu pour illustrer un cas en assurance vie. Ce soir, on va s'intéresser à un cas plutôt en assurance non-vie, où on s'intéresse à de la réévaluation de sinistres en assurance non-vie. Donc là, c'est un cas un cas d'étude qui est issu du monde de l'assurance. Alors, je peux en dire certaines choses, mais pas tout. Voilà, on est dans une situation où on s'intéresse à un gestionnaire de sinistres dont le travail est de réévaluer les sinistres. Okay, donc, quand on parlait tout à l'heure de variables aléatoires X1, X2, etc., ici, ce qu'on va observer, c'est le montant de réévaluation. C'est-à-dire que le gestionnaire de sinistres, il voit des sinistres, donc il a sur son bureau, il a une pile de sinistres et il va les traiter un par un. Ça fait un certain temps que les sinistres n'ont pas été réévalués. Et donc, il ouvre le sinistre et le dossier et il vient réévaluer le sinistre. C'est-à-dire qu'il y avait eu en face de chaque sinistre, un certain montant de paiement futur était associé. Et donc là, il vient regarder s'il y a eu des nouveaux éléments qualitatifs et il revoit le sinistre. Ici, la variable d'intérêt, ça va être le montant qu'il va rajouter ou enlever à l'évaluation initiale. Voilà. Et dans la problématique de l'assureur, au moment où la question a été posée, la question, quelque chose qu'on savait en sous-jacent, mais de manière qualitative, c'est que potentiellement,
les règles d'évaluation des sinistres que suit le gestionnaire de sinistre, ces règles avaient été revues et donc on voulait savoir si ça se, si ça se voyait dans les montants de réévaluation de sinistres. Et on s'intéressait à certains sinistres, mais pas tous. Alors, une potentielle rupture dans la règle de gestion, est-ce que ça veut dire une rupture dans la réévaluation des sinistres? Alors, si on regarde maintenant la densité empirique du montant de réévaluation, la réévaluation, elle peut être à la hausse ou à la baisse. Ici, on regarde en fait, donc on regarde cette variable en échelle logarithmique, c'est-à-dire qu'on regarde le signe de la variation multiplié par le log de 1 plus le montant de, voilà, de variation. Donc, enfin, quand je parle de variation ici, je parle de différence en euros. Et quand on regarde la distribution empirique de cette variable, eh bien, la première chose qu'on constate, c'est que historiquement, déjà, cette distribution elle est assez stable. Et on s'intéresse ici à des sinistres qui étaient légèrement surévalués. Et donc, en particulier, on va venir s'intéresser à cette composante du mélange. Okay, c'est-à-dire que sinistre par sinistre, on ne peut pas savoir, on ne peut pas forcément caractériser clairement l'appartenance à telle ou telle composante. Et donc, on a une approche statistique plus globale où on vient s'intéresser à cette composante du mélange, c'est-à-dire qu'on vient voir si le changement de règle de gestion a impliqué qu'on a réévalué différemment les sinistres qui étaient légèrement surévalués. Okay, puisque là, c'est une réévaluation à la baisse. Alors, comment on peut écrire ça mathématiquement? Alors là, tout simplement, on voit cette équation-là de la densité empirique donc du mélange, hein, qui s'exprime sous une forme de plusieurs densités. Donc, il faut imaginer que les FK, les fonctions FK sont des densités empiriques par exemple, de gaussienne. Chaque densité a un poids différent. Vous voyez que ici, certaines bosses sont plus élevées que d'autres. Donc, chaque composante du mélange va avoir un poids différent. Et puis, chaque composante du mélange va aussi avoir ses propres paramètres, sa propre moyenne et sa propre variance. Voilà. Et donc, nous, ici, on s'intéresse à détecter un changement dans une seule composante du mélange. Dans les travaux théoriques que j'ai réalisés, ici, on écrit qu'on s'intéresse seulement à la première composante du mélange. Vous voyez que dans le mélange tout entier, une contrainte forte, c'est d'être capable de numéroter les différentes composantes. Donc là, par rapport à notre problème concret, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on va considérer que cette composante, c'est la première. Puis après, par exemple, on peut dire que celle-ci, c'est la deuxième, celle-ci, c'est la troisième, etc. Et revenir pour finir par numéroter celle de gauche. Une fois qu'on a compris qu'on peut venir numéroter les composantes du mélange, on comprend qu'on peut venir formellement chercher à détecter un changement dans les paramètres de la première composante, c'est-à-dire le poids de la première composante et les paramètres de sa densité. Voilà, alors une fois qu'on a vu un petit peu comment on a un petit peu explicité ces deux mots-clés, donc la détection de rupture et le mélange paramétrique, on a compris qu'on va s'intéresser à détecter la rupture d'une seule composante du mélange. Maintenant, on peut poser un peu plus clairement le problème. Je remets un petit peu le mélange en bas là pour que on puisse bien visualiser le mélange qu'on a en tête voilà, pour l'application à la fin de l'exposé. Donc maintenant, on s'est dit, voilà, on va poser un certain nombre de contraintes hein, dans le modèle théorique. La première chose qu'on dit, c'est qu'il peut y avoir au plus un seul changement dans la première composante. Donc pour ça, nos variables, on est dans un cas où on a un échantillon qui va de x1 jusqu'à xn. On va dire qu'on va construire une hypothèse nulle, où sous l'hypothèse nulle, il n'y a pas de changement.
Et donc, les variables x1 à xn sont id de paramètres θ. À ce moment-là, on réalise un changement d'échelle, puisque nos variables x1 et xn, en fait, on peut dire qu'elles arrivent au temps 1 sur n, 2 sur n, jusqu'au temps 1. Donc on passe, voilà, on change d'échelle, notre problème discret, on le replace dans un cas continu. Alors pourquoi on fait ça? Eh bien tout simplement parce que sous l'hypothèse nulle, on va chercher à obtenir des propriétés asymptotiques de notre test statistique, puisque c'est un test statistique qu'on veut construire. Et donc, on va faire tendre n vers l'infini. Voilà. Et par souci de... en tout cas, ce qui se fait habituellement dans la littérature et qui aussi permet une rédaction plus simple, c'est de d'écrire que chaque observation arrive au temps 1 sur n, 2 sur n, etc. Sous l'hypothèse alternative, on va dire que le changement, il peut y avoir qu'un seul changement. Que ce changement, il se produit au temps S, et que donc les variables aléatoires x1 jusqu'à x partie entière de Sn sont id de paramètre θ, alors que les variables aléatoires x partie entière de Sn plus 1 jusqu'à xn sont id de paramètre θ'A'. Alors ici, on en a des spécifications précises sur θ'. Ce qu'on sait, c'est que θ', donc voilà, peut-être ce que j'avais pas assez stressé dans le... Je vais peut-être revenir rapidement sur ce point. Voilà. Ici, le paramètre θ, c'est le vecteur de tous nos poids et de tous les paramètres de chacune des composantes. Ça c'est important. Donc voilà, derrière le paramètre θ, il y a bien les poids de chaque composante et les paramètres de chaque composante. Voilà, donc ce qu'on peut déjà dire dans θ', c'est que à l'intérieur de θ', on a P'1, P'2, etc. Et puis lambda'1, lambda'2, c'est-à-dire les paramètres de chaque composante. Eh bien, on pose que P' lambda' doit être différent de P1 lambda. Là, je spécifie, je ne le détaille pas spécialement, mais on suppose qu'il n'y a pas de changement dans les autres composantes. C'est-à-dire que les paramètres des autres composantes sont les mêmes entre θ et θ'. Et puis on fait une dernière hypothèse qui est importante, qui est de dire que le temps de rupture, c'est-à-dire l'instant auquel survient la rupture, ne peut pas être trop près du bord. Donc on fixe une borne S bar qui est supposée connue et déterministe, et on dit que le vrai temps de rupture ne peut pas être trop près du bord. Voilà, une fois qu'on a posé ce cadre, donc attendez, je le remets encore un petit peu, où on a sous l'hypothèse nulle donc des variables aléatoires id de paramètres θ, et puis sous l'hypothèse alternative, une rupture, et donc des variables aléatoires id à gauche et à droite, voilà, avec cette spécificité que la rupture peut se produire uniquement sur la première composante du mélange. On a fait l'hypothèse qu'on peut numéroter les composantes. Eh bien, on peut regarder dans la littérature, et dans la littérature, il y a déjà des techniques qui existent qui permettent de détecter des ruptures. Donc, le cadre qu'on vient de détailler s'appelle un cadre de rupture où il y a au plus un changement, at most one change. Et pour ça, il y a déjà des techniques qui existent, dont ce test. Voilà, donc je vais détailler la logique du test standard, qui va être un petit peu notre benchmark ensuite pour les applications numériques. Donc ce test, il est basé sur un log ratio de vraisemblance, où au numérateur, au dénominateur, on retrouve l'hypothèse nulle, c'est-à-dire qu'ici, on a la vraisemblance du modèle dans le cas où il n'y a pas de changement, et au numérateur, on a donc la vraisemblance du modèle dans le cas où il y a une rupture, donc ici dans le paramètre nu. Et ensuite, et donc ce ratio de vraisemblance, lui, va dépendre de l'endroit où on coupe. C'est-à-dire que ici, nu, c'est un paramètre de notre ratio de vraisemblance. On vient couper l'échantillon en deux. Et on vient regarder la vraisemblance. Donc ici, le max de vraisemblance sur tous les θ et θ' possibles, avec les mêmes propriétés pour θ et θ' que ce qu'on a détaillé juste avant.
Et ensuite, la statistique du test, elle, s'écrit comme le max sur toutes les coupures possibles. Okay, vous voyez que en fait, la statistique du test, enfin, si on regarde l'endroit où ce ratio de vraisemblance est maximal, en fait, on vient bien avoir un estimateur, on vient bien avoir un maximum de vraisemblance à gauche et à droite pour le numérateur, et un maximum de vraisemblance sous l'hypothèse nulle pour le dénominateur. Voilà, sous l'hypothèse nulle, dans la littérature, on connaît la distribution limite de cette statistique de test, et donc on pourrait s'en servir. Malheureusement, en fait, ce problème n'est pas facile à résoudre numériquement, et c'est un problème pour lequel il n'y a pas d'algorithme standard qui existe. Notamment, en fait, le problème réside dans la dépendance entre les paramètres θ et θ'. Parce qu'au dénominateur, on a déjà des algorithmes pour trouver le maximum de vraisemblance ici au dénominateur. Mais au numérateur, on a des problèmes numériques. On constate en tout cas quand on utilise les algorithmes standards, on peine à trouver des paramètres θ et θ' qui sont bien trouvés pour maximiser ce numérateur. Et donc ça pose une question concrète, c'est est-ce qu'on peut construire un test qui utilise des algorithmes standards, c'est-à-dire sans réinventer un nouvel algorithme, des algorithmes déjà pré-implémentés, dédiés pour les mélanges paramétriques, et qu'on peut réutiliser pour construire un test statistique qui serait une fonction simple de ces d'estimateurs qu'on peut estimer avec des algorithmes standards. Alors, il y a quelque chose qu'on sait bien faire, c'est que ça, je l'ai dit juste avant, c'est que quand on a un échantillon ID X1, Xn, eh bien, on sait bien trouver on sait bien estimer θ chapeau, l'estimateur du maximum de vraisemblance pour d'un mélange sur tout l'échantillon. Et donc, il y a quelque chose que naturellement, on sait aussi bien faire, c'est si on fixe un S, si on vient couper, donc là, on raisonne sous l'hypothèse nulle. Si on vient couper l'échantillon en deux, on sait aussi bien estimer le maximum de vraisemblance, donc θ chapeau 0S, donc là c'est une notation qui signifie qu'on regarde la partie gauche de l'échantillon entre les temps 0 et S, et puis θ chapeau S1, donc l'estimateur du maximum de vraisemblance à droite. Voilà, ici on a deux sous-échantillons qui sont IID, donc si on coupe au temps S, on sait bien estimer à gauche et à droite. Pour ça, des algorithmes standards existent et on peut s'en servir. Donc, par exemple, dans le package Mixtool de R, il y a plusieurs algorithmes de type EM qui permettent de résoudre ça. Voilà, donc maintenant je vais présenter un petit peu le test qu'on a construit. Pour ça, on fait un petit peu un changement de paradigme. Ce qu'on va vouloir faire en construisant ce test, c'est zoomer sur la première composante du mélange. Et pour ça, on introduit une fonction de poids. La fonction de poids, c'est quoi ici? C'est le poids de la première composante multiplié par la densité de la première composante, le tout divisé par la densité du mélange. Voilà, je rappelle que f de xθ ici, c'est la somme des pk fk. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est juste en train de regarder dans la densité du mélange quelle est la part de la densité de la première composante pour un x donné et pour un θ donné. Okay, avec cette fonction de poids, qu'est-ce qu'on vient construire? On vient construire avec la même logique, on vient construire notre log ratio de vraisemblance avec la même logique que pour le test benchmark. Au dénominateur, on va y retrouver un petit peu la même chose que ce qu'on avait dans le test benchmark, sauf qu'ici, on vient vraiment zoomer sur la première composante. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de regarder la vraisemblance sous l'hypothèse nulle. Donc ici, le lambda chapeau 1, c'est l'estimateur du maximum de vraisemblance sur tout l'échantillon pour le paramètre de la première composante. Et on vient pondérer la vraisemblance par le poids de chaque observation x. Voilà, donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regarde, quelque part une vraisemblance, mais en pondérant chaque observation par
une proportion qui est la proportion à laquelle elle contribue à la vraisemblance. Pardon. Le poids W ici, le poids WXI de θ chapeau, c'est pour l'observation XI, la proportion de la première composante dans la vraisemblance totale. Toujours un moment un petit peu difficile. Et on va voir qu'au numérateur, on retrouve quelque chose de similaire à ce qu'on retrouvait dans le test benchmark, c'est-à-dire qu'on vient couper en deux l'échantillon et on retrouve les mêmes expressions qu'au numérateur. On a gardé la même logique de zoomer sur la première composante. Le log ratio de vraisemblance, ensuite, quand on applique le log, en fait, on retrouve une expression qui est une somme de 3 termes. Et ici, on peut interpréter chacun de ces termes. Ici, donc, on retrouve quoi? Le poids W multiplié par la log vraisemblance F1 de xi, c'est quoi? C'est le poids ici, en fait, ça devient, enfin, c'est même la probabilité que l'observation xi appartienne à la première composante, sachant θ chapeau, multiplié par la log vraisemblance conditionnelle de l'observation xi, sachant donc ici θ chapeau, parce que ici le lambda chapeau 1, c'est un élément de θ chapeau. Okay, donc on retrouve une décomposition avec une probabilité et multipliée par une log vraisemblance conditionnelle. Notre test, ensuite, il reprend la même logique que le test benchmark, tout simplement, en regardant la statistique qui est le sup sur toutes les coupures possibles. Alors, regardons un petit peu comment ça marche. Et voilà, un petit bilan demi-étape. Notre statistique SN, donc, je vous la remontre, elle s'exprime. Donc ici, on a un sup sur tous les S, donc ça veut dire qu'on balaye toutes les coupures d'échantillons possibles. Donc ici, pas de difficulté. Et le lambda SN, il s'exprime comme une fonction de nos θ chapeau 0S, c'est-à-dire l'estimateur du maximum de vraisemblance sur la partie gauche de l'échantillon, θ chapeau S1, l'estimateur de maximum de vraisemblance sur la partie droite, et puis θ chapeau sur tout l'échantillon. Donc jusque-là, on a une statistique qui est fonction d'estimateur de maximum de vraisemblance qu'on sait bien calculer avec des algorithmes standards. Par contre, il y a un problème qui émerge, c'est que en fait, le temps de calcul de SN sous l'hypothèse nulle, il peut devenir considérable. Si on a un échantillon de 7000 observations, là, dans notre problématique d'assurance non-vie, l'échantillon, dans l'échantillon, on avait 7000 observations sur un serveur assez puissant. Si on va faire 10 000 simulations de notre statistique de test, voilà, il nous faut 203 jours de calcul. Alors, peut-être que probablement cette estimation peut être revue à la baisse en optimisant un petit peu le code, mais voilà, donc ça paraît déjà beaucoup. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on a besoin d'une distribution limite de notre statistique sous H0. Voilà. Si on arrive à avoir une distribution limite théorique sous H0, en fait, voilà, on peut gagner en temps de calcul pour le calibrage de notre test. Voilà, et l'objet, enfin, du moins la partie mathématique de ma thèse a consisté à démontrer donc la convergence de la statistique, donc la convergence en loi de la statistique vers une fonction que je ne détaille pas parce qu'elle n'est pas très jolie, mais une fonction d'un pont brownien, donc c'est ici d'un mouvement brownien standard de dimension assez grande, où D ici c'est la dimension de notre vecteur de paramètres. Voilà, donc je ne vais pas détailler cette partie-là. Ce que je veux dire, c'est que en fait, derrière cette notion de pont brownien, il y a un théorème intermédiaire qui est un théorème limite fonctionnel sur lequel on s'appuie pour avoir la distribution limite de notre statistique. Quelque chose qui est important, c'est que dans ce qu'on a démontré, on n'a pas fait d'hypothèse de loi. C'est-à-dire qu'on a fait des hypothèses sur... donc on est quand même dans un cadre paramétrique, on a fait des hypothèses sur... on a posé des contraintes pour la distribution qu'on utilise, mais plusieurs modèles paramétriques peuvent être utilisés.
Ce qu'on a démontré, c'est qu'en posant certaines contraintes propres pour le cas gaussien, les conditions du théorème sont validées pour un mélange de gaussiennes. Voilà. Et puis le petit plus pratique, c'est que voilà, notre temps de calcul marginal pour le calibrage du test est divisé par 10 000. Donc on passe de 203 jours à quelques minutes pour calibrer notre test, ce qui rend le test utilisable. Voilà, avec ce résultat, on peut maintenant s'intéresser à des applications numériques parce que jusque-là, je vous ai montré un test qui spécifiquement zoome sur la première composante du mélange et cherche à détecter s'il y a une rupture dans cette première composante du mélange. Alors, déjà, un premier commentaire. Le premier commentaire, c'est que on s'intéresse, comme on s'intéresse à des résultats qui sont essentiellement sous l'hypothèse nulle. En fait, ce qui va nous intéresser, c'est en premier lieu de s'assurer qu'il n'y a pas de changement. Okay, et voilà. Pourquoi? Parce qu'on a fait par exemple l'hypothèse qu'une rupture ne se produit que dans la première composante. Alors on sait que dans la réalité, voilà, les ruptures peuvent se produire sur plusieurs composantes du mélange. Il n'y a pas de raison. Et donc, voilà. En fait, on se place vraiment dans une optique pour un actuaire de monitoring d'une hypothèse où on veut s'assurer qu'on ne dévie pas de l'hypothèse initiale. Voilà. Et dans ce cadre-là, on a fait des applications numériques où on vient s'intéresser dans un premier temps à un cas simulé très simple. Donc un mélange là complètement artificiel où on a 3 composantes, chacune avec le même poids. Ici, on est dans un cas gaussien en particulier. Et donc, le même variance, même poids, et de moyenne, -1, 0 et 1. Ici, on va s'intéresser à détecter une rupture dans la première composante. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, commençons, comme dans tout test statistique, à fixer un seuil de fausse alarme, donc c'est-à-dire quelque part, enfin, c'est la probabilité qu'on pose pour notre p-value. Et on vient simuler un échantillon qui contient une rupture. Bon, on va faire l'hypothèse que là, on va prendre toujours la rupture au milieu de l'échantillon, dans l'échantillon simulé. Et sur la partie gauche de l'échantillon, les observations auront paramètre θ, et à droite, eh bien, il y a un petit shift dans la moyenne, et voilà, et les paramètres après la rupture, donc après le temps S, auront pour paramètre θ'. On vient simuler 500 fois cet échantillon, donc avec une rupture au milieu et un petit chiffre de la moyenne pour les observations à droite de l'échantillon. Et on applique le test pour chacune de ces 500 simulations et on mesure la fréquence de détection. Voilà. Ce qu'on voudrait, c'est que la fréquence de détection, elle soit plutôt élevée. En général, s'il y a une rupture, c'est-à-dire si θ' est différent de θ, on aimerait pouvoir détecter une rupture. Voilà. On va étudier un petit peu ce cas-là en réitérant, c'est-à-dire qu'on va prendre encore un autre cas avec un shift encore différent, et puis encore un shift encore différent, et puis des translations de la moyenne à la hausse et à la baisse. Et on va regarder là, juste tout de suite, on va regarder un graphique. Donc, sur l'axe des X, on va voir quoi? On va voir la moyenne pour θ', la moyenne de la première composante pour θ', donc la partie, voilà, les cas en bleu là. Et sur l'axe des Y, on va voir quoi? On va voir la fréquence de détection. Alors, la moyenne, sous l'hypothèse nulle, la moyenne de la première composante, elle est de -1. On retrouve bien que quand il ne se passe rien, on détecte une rupture dans 10% des cas. Et là, on est venu tracer la fréquence de détection donc, de notre test et du test benchmark pour différents cas de shift de moyenne. Donc, il faut voir que derrière chaque point de cette courbe, on a 500 échantillons sur lesquels on a appliqué le test et voilà, on a regardé la fréquence de détection. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, le test benchmark, il ne fonctionne pas très bien dans certains endroits. Et ça, c'est essentiellement dû au problème de résolution du numérateur
du log ratio de vraisemblance, donc le problème que je signalais tout à l'heure. Notre test, lui, il a l'air de bien fonctionner quand on a une variation, quand on a une moyenne qui baisse un petit peu, mais pas trop, et qui monte un petit peu, mais pas trop. Voilà. Et on a un petit peu exploré les causes de cette mauvaise qualité du test quand on a une moyenne qui devient trop importante. Et on a justement, pour ça, on a compris d'où ça venait, et ça venait notamment de pondération de certaines observations. Et en corrigeant ces pondérations-là, on a proposé une extension du test, que je ne détaille pas, mais qui vient recorriger les questions de contribution de chaque observation. Et voilà. Et donc, avec l'extension, après correction de ces contributions, on a un test qui détecte bien une rupture. Là, ici, un shift de moyenne qui est plus ou moins grand. Voilà. Après, c'est l'occasion aussi de pointer du doigt quelque chose d'important, c'est que ici, notre moyenne, la moyenne de la première composante dans la partie de droite de l'échantillon, c'est le cas où on a la rupture. Eh bien, quand la moyenne de la première composante devient trop proche de 0, ici 0, c'était la moyenne de la deuxième composante. Okay, donc, en fait, quand on est sur le cas 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la partie gauche de notre échantillon, on a bien 3 composantes, mais dans la partie droite, on a 2 composantes. Et donc une composante de moyenne 0 et de poids 2 tiers. Voilà, puisque chaque composante avait un poids 1 tiers. Voilà. Et donc ça dit aussi que voilà, s'intéresser à la détection d'une rupture dans une composante d'un mélange, ça veut aussi dire qu'on a besoin de poser plusieurs contraintes. Ici, on a posé la contrainte qu'on connaissait exactement le nombre de composantes, ce qui nous permettait de les numéroter. Mais aussi que ça veut dire aussi que quand on vient tester un changement dans une composante, le changement il ne peut pas être trop important. Parce que si le changement est trop important, ça fait que le nombre de composantes du mélange va changer et le cadre d'application du test n'est plus valide. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour notre problème d'assurance? Dans notre problème d'assurance où on s'intéressait à une rupture de règles de gestion et on voulait savoir si ça avait un impact dans la réévaluation des sinistres, on a appliqué notre test. Donc, cette fois-ci, on a un jeu de données, on applique une fois le test, on a une statistique. Il se trouve qu'on a détecté qu'il se passait quelque chose, c'est-à-dire que la statistique calculée est supérieure à un certain seuil calibré sous l'hypothèse. Et bon, comme tout actuaire, une fois qu'on a ce constat qui est qu'il se passe quelque chose, bon, ça ne suffit pas, on a besoin d'avoir plus de billes. Et donc, ce qu'on peut regarder, c'est par exemple notre log ratio de vraisemblance. Voilà. Je rappelle, la statistique de test, c'est le max de cette trajectoire. Donc là, WLT, c'est le test standard et EWLT, c'est le test étendu avec l'extension, donc la correction des contributions. Et la statistique de test, c'est juste le max de chacune des trajectoires, pour chacun des tests. Et voilà. Et voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir analyser cette trajectoire. Donc ici, qu'est-ce qu'on regarde? En fait, quand on est à 1980.6, alors ici les dates de déclaration du sinistre en fait correspondent à l'ordre d'arrivée des sinistres. Et évidemment, les dates sont anonymisées. À 1980.6, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on dit surtout? Qu'est-ce que veut dire cette trajectoire? Qu'est-ce que veut dire le point en 1980.6? Ici, on est en train de regarder un échantillon qu'on a coupé en deux. On a mis les sinistres arrivés avant cette date d'un côté et les sinistres arrivés après cette date de l'autre côté. Et on a calculé notre log ratio de vraisemblance. Comment ça peut s'interpréter? En fait, dès qu'on a un pic quelque part, là on n'a pas exactement ça, mais si on avait un pic très élevé au milieu, par exemple, de l'échantillon, et ça redescend ensuite, on pourrait dire ben la rupture, elle semble se produire plutôt au milieu de l'échantillon. Alors comment interpréter
ce test. Donc, la première chose, c'est que déjà très très vite, en fait, dès les premières observations, on passe au-dessus des seuils de détection là qui seront pointillés. Et donc, on peut interpréter cette trajectoire en disant qu'il y a potentiellement une première rupture ici autour de 1980.3 et potentiellement une autre rupture un petit peu vers la fin de l'échantillon. Okay. Vous voyez déjà que quand on applique notre test à un vrai jeu de données, on constate déjà que l'échantillon qu'on a pris contient 2 ruptures et donc déjà ne rentre pas exactement dans le cadre de notre test. Voilà. Et ça pose, ça ouvre des pistes pour des extensions. Alors juste en 2 mots, on vient de présenter 2 tests qui permettent de détecter une rupture dans la première composante d'un mélange, ou plus exactement, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 tests qui permettent de s'assurer qu'il n'y a pas de rupture dans une composante d'un mélange paramétrique. Donc j'ai expliqué qu'on a aussi apporté une extension qui permet de corriger des biais. On a obtenu la distribution limite sous l'hypothèse nulle, ce qui nous permet de rendre le test applicable, notamment pour des questions de temps de calcul. Voilà. Et dans la discussion là dans ce que j'ai présenté, il y a plusieurs applications qui sont possibles. Alors déjà, là, on a parlé de cas gaussiens, mais ce qui pourrait être intéressant de travailler, c'est de vérifier si d'autres cadres paramétriques vérifient les hypothèses des théorèmes démontrés, et aussi de s'intéresser à d'autres approches théoriques. Donc, par exemple, le nombre inconnu de composantes, on en a parlé juste avant, notamment quand après la rupture, eh bien, la composante d'intérêt vient se mêler à une autre composante, et donc le nombre de composantes peut varier. Et la question aussi du cas où il y a plusieurs ruptures dans l'échantillon. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de travailler à bien comprendre comment se comporte la statistique sous l'hypothèse alternative. C'est-à-dire, c'est de bien comprendre le comportement de la statistique dans le cas où il y a une rupture. Donc, ça rejoint un petit peu les déplacements de moyenne que je montrais juste avant. Mais au-delà de ça, ça pose aussi la question de comment théoriquement la statistique se comporte dans le cas où il y aurait une rupture dans une autre composante que la première. Voilà. Et puis on a aussi pointé que, en fait, à la base de ces travaux, on est parti d'un test benchmark pour lequel des algorithmes, les algorithmes standards échouent à bien calculer la statistique du test benchmark. Et donc, voilà, il pourrait y avoir aussi un travail dédié à trouver un algorithme qui fonctionne bien pour le test benchmark. Concrètement, en Acturia, qu'est-ce qu'on peut venir étudier? Alors, par rapport au premier point que j'ai montré tout à l'heure, ce qui pourrait être intéressant de faire, c'est d'appliquer ces techniques pour le suivi d'un portefeuille en épargne, et notamment, par exemple dans un cas de pré-pandémie et post-pandémie, regarder si est-ce qu'on a eu des transformations dans la collecte sur les contrats d'épargne, par exemple, ou bien suite à un changement de rémunération de son réseau de distribution, est-ce qu'on a une rupture, est-ce qu'on a une transformation de la collecte? Est-ce que les petits épargnants changent de profil? Est-ce qu'on change de profil chez les épargnants? Voilà. Et en sinistralité PNC, voilà, l'idée qui me vient naturellement, c'est de s'intéresser à monitorer les hypothèses de sinistralité. Et plus généralement, je pense que ces techniques, ce test, mais aussi les tests qui existent déjà et qui permettent de faire de la détection de rupture, sont des outils très puissants qu'on peut utiliser, notamment pour justifier auprès de son auditeur, auprès du régulateur, que son hypothèse best estimate n'a pas changé. Voilà, je vous remercie de votre temps et de votre écoute, et je suis disponible pour des questions. Alors, donc je vois une question là, je vais vous les lire comme ça. Normalement, vous les voyez tous, mais à l'oral, c'est mieux. Donc, une question de Karim
Barigou, donc merci pour la question. Donc, y a-t-il un moyen d'adapter le test au cas online? Peut-on définir une procédure Cheriev-Roberts basée sur cette idée de pondération? Alors, je dirais oui, c'est possible. Après, je réfléchis comment. Déjà, la première chose qu'il faut bien réaliser, c'est que quand on s'intéresse à des mélanges de lois, dans la littérature, il y a un gros travail qui a été fait déjà pour l'estimation des paramètres pour un mélange de lois. Dans un cadre paramétrique, non paramétrique, dans un cadre bayésien. Et voilà, la littérature est très riche sur ces questions-là. Les questions de détection de rupture pour une composante précise d'un mélange, c'est une question qui est peu traitée. Il y a quelques articles qui s'intéressent à cette question-là, mais c'est relativement peu traité. Et donc, voilà, déjà le cadre dans un échantillon fermé et donner lieu à des développements théoriques déjà, voilà, pas toujours direct. Dans le cadre en ligne, en fait, je dirais il y a déjà des techniques qui existent. La procédure de Cheriev-Roberts permet de détecter rapidement un changement en regardant un ratio de vraisemblance. Voilà, et donc la question qui se pose quand on est dans un cas en ligne, c'est la question de l'optimalité de la procédure. Voilà. Moi, dans l'article que j'avais publié, on se posait une autre question qui était l'estimation des paramètres post-changement. Mais dans le cas des problèmes en ligne, on ne construit pas un test en soi, mais on a une procédure de détection et on cherche à démontrer qu'elle est optimale au sens d'un certain critère. Voilà. Et on peut citer par exemple les travaux de thèse de Yahya Sali. Voilà. Donc ça, c'est une question très spécifique. Et donc je pense que ça s'éloignerait quand même assez de la problématique traitée. Mais pourquoi pas réutiliser l'idée pour construire une procédure de détection. Ceci dit, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que, par exemple, la procédure du QSUM ou de Cheriev-Roberts, dans certains cadres et sous un certain sens, sont déjà optimales pour détecter une rupture. Donc, il faudrait aller chercher l'endroit où ces procédures, où les conditions d'application des procédures sont plus vérifiées et où il faudrait de nouveau démontrer l'optimalité pour une certaine procédure. Après, je pense que le test qu'on propose, il ne serait pas optimal, tout simplement parce qu'on a posé la contrainte qu'on veut exprimer un test comme une fonction d'estimateur qu'on peut obtenir par des algorithmes standards. Et en faisant ça, en fait, on introduit un biais. Par exemple, dans l'algorithme, le test benchmark que j'ai introduit au début, si jamais on n'avait pas de problème algorithmique, en fait, c'est un test qui est déjà meilleur que le test qu'on propose. Ça, on l'a vérifié dans des simulations en regardant, voilà, en aidant un petit peu l'algorithme à trouver les bons paramètres. Voilà, et si dans un cas où on est sur des données simulées et on connaît tout, en fait, on sait que voilà, le test standard qui est dans la littérature, c'est déjà le meilleur test. Enfin, je ne dis pas que c'est le meilleur test, mais en tout cas, il est déjà meilleur que notre test. Ceci dit, voilà, concrètement, au jour le jour, voilà, il n'y a pas d'algorithme qui résout le test. Alors, merci. Donc, une question de Vincent Lepez. Est-ce que tu as des pistes pour explorer le cas du nombre inconnu de composantes faible ou borné? Okay. Alors, le cas inconnu du nombre de composantes, c'est un cas qui revient souvent parce que ça fait plus de 20 ans dans la littérature d'estimation des mélanges de lois que la question du nombre de composantes connues et fixes a été levée. Et donc, aujourd'hui, dans la littérature, cette question, elle est assez fréquente. Je pense qu'on peut alors je dis pas qu'on peut facilement lever la question du nombre de composantes, mais il y a un trade-off quelque part. On va devoir de toute façon s'assurer qu'on est capable de se focaliser sur une composante. En fait, c'est vraiment très gênant de se dire on va regarder une seule composante quand le nombre de composantes est inconnu. Parce que, en fait,
si le nombre de composantes est inconnu, comment savoir sur quelle composante on va tester? Et donc, si le nombre de composantes est inconnu, dans ces cas-là, on est quand même censé savoir quelque chose sur le mélange. Par exemple, la composante qu'on veut tester, elle a exactement telle moyenne. Et après, les autres composantes, il peut y en avoir plusieurs. Mais voilà, en fait, quelque part, on est obligé de remplacer une contrainte par une autre contrainte. Parce qu'on ne peut pas faire un test sur une composante du mélange si on n'est pas capable de savoir laquelle c'est. Donc là, dans le cadre théorique qu'on a développé, on a dit qu'on avait un nombre de composantes connues. Voilà. Mais après, si vous avez des idées de façon intelligente de lever cette contrainte en mettant une autre contrainte qui est moins forte, en fait, je suis intéressé. Mais je crois aussi que en fait, c'est les problèmes concrets qui vont nous indiquer ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que maintenant, il faut trouver un vrai problème d'actuaire où le nombre de composantes est inconnu et on veut tester une seule composante et pas toute la distribution. Et auquel cas, quelles sont les informations concrètes qu'on a pour savoir laquelle on veut tester. Je ne sais pas si ça répond à la question, j'espère. Alors, une question de Naoufal El-Bekri qui demande, lors de la détection, l'impact du numéro de la composante sur laquelle on raisonne a-t-il été pris? Alors en fait, dans un mélange, la notion de numéro de composante, il n'a pas trop d'impact. Parce qu'en fait, usuellement dans la littérature, quand on s'intéresse à un mélange, en fait, on dit que le numéro des composantes, il est tout à fait interchangeable. Et en général, on travaille dans un espace où si on interchange les numéros de deux composantes, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Donc, je dirais que fondamentalement, le numéro de la composante, il n'a pas d'impact. Ce qui, par contre, peut avoir un impact, et la question, elle était peut-être aussi là-dessus, c'est que si c'est une composante qui est sur, on imagine un mélange avec trois bosses, si c'est une composante qui est sur un côté, ou si c'est une composante qui est au milieu, eh bien, là, la statistique de test sous l'hypothèse alternative, donc dans le cas où il y a un changement, l'expression de sa distribution asymptotique, enfin, je pense qu'elle sera différente. Parce que vous voyez bien que si on a trois composantes et qu'il y en a une qui est sur le bord et qui, par exemple, le changement, c'est la moyenne, elle part sur le côté, eh bien, elle va être de moins en moins reliée aux autres composantes. Et donc, la distribution de la statistique, dans le cas où elle est vraiment partie très loin sur le côté, va être très différente d'un changement où cette composante qui est sur le bord va venir se rapprocher de sa voisine. J'espère que ça répond à la question. Alors, merci Vincent pour le complément. Moi, je dirais déjà que donc, quand le nombre de composantes il est inconnu, en fait, on peut déjà appliquer un test de ratio de vraisemblance pour des détections de rupture, une rupture, plusieurs ruptures, un cadre même paramétrique ou non paramétrique, parce qu'il y a des techniques pour plusieurs ruptures où on peut chercher à détecter plusieurs ruptures sans faire d'hypothèse paramétrique sur les distributions. Et donc là, sans faire un focus sur une composante, on pourrait s'intéresser à appliquer le test donc à ce cas particulier. Après, je vois que tu listes des causes. Alors ensuite, quand on a des causes à un phénomène et qu'on est capable d'extraire de la donnée, donc par exemple d'avoir des taux de mortalité ou de morbidité pour chacune de ces causes, en fait, à partir du moment où on est capable de scinder par cause, en fait, on n'a plus besoin de modèles de mélange.
ou du moins enfin, on peut s'en émanciper pour tester. Et dans ces cas-là, on n'a pas vraiment besoin de tester une composante d'un mélange. On va tester une cause. Enfin, si on peut séparer les données et les mettre de côté, on peut faire le test juste sur les données de cette cause. Enfin, c'est comme ça que je vois la chose. C'est vrai que le chat ne permet pas d'avoir un échange aussi direct. Et vraiment, après, sur les tendances, c'est vrai que dans une partie de ma thèse, j'avais travaillé sur de la détection en ligne. Je sais qu'il y a pas mal, il y a plusieurs mémoires d'actuariat qui s'intéressent aussi à de la détection de rupture, même sur un échantillon fermé avec plusieurs ruptures. Et en fait, il y a déjà plusieurs choses qui existent. Et là, cet exposé, c'est aussi l'occasion d'encourager les actuaires à regarder ce qui existe sur la détection de rupture pour appliquer d'abord les outils les plus connus à leurs problématiques actuarielles. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Dominique, je vois plus rien sur le chat. Donc, je pense que il y aura peut-être d'autres questions. Si tu m'autorises, on vous les transmettra. Bien sûr. Merci à tous en tout cas. En tout cas, moi, je tiens vraiment à te remercier pour la présentation. Je tiens à remercier Franck et Marine pour tout le support de l'EURIA. Et puis, le point le plus important, c'est aussi le point le plus important après ça, c'est l'application et les tests. C'est exactement ce que tu as mentionné quasiment en dernier, en conclusion. Donc, merci à tous d'utiliser ça. Et s'il y a des sujets qui peuvent vous intéresser, de revenir vers Dominique. Je pense que ça peut être des discours, des discussions très, très intéressantes. Et en tout cas, moi, je tiens à vous remercier tous. Et c'est un grand plaisir de vous avoir eu avec nous ce soir. Et Franck, veux-tu rajouter un mot? Bon, je tiens à vous remercier aussi. Hein. C'était un plaisir aussi d'échanger, puisque comme tu le dis, hein, je pense que c'est important d'échanger en fait entre l'Institut et puis les formations. Ça nous permet aussi de partager en fait les recherches universitaires en lien avec l'actuariat, avec le monde, avec les actuaires. Ça, je pense que c'est important, effectivement. Donc, merci à vous donc, pour l'invitation. Alors, je tiens à dire que tout le support, que le support et filière, c'est aussi votre support à tous. Et que c'est particulièrement important de rester en lien et d'aider nos différents amis des filières, que ce soit les enseignants, que ce soit les thésards, pour que la science actuarielle continue à progresser. En tout cas, merci à l'EURIA aujourd'hui, et puis à très bientôt, et je l'espère. À bientôt, merci. Merci beaucoup. Grand merci.